filmer, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, moi je voulais vous féliciter ce soir, tant pis pour les retardataires, d'être venus. Parce que il y a beaucoup de gens qui, quand je les ai invités ce soir, ils ont réagi en disant « J'aime pas qu'on me catalogue en tant que célibataire ». Et ils ont raison. Donc c'est-à-dire qu'en fait, moi je me suis planté quand j'ai fait mon affiche, quand j'ai essayé de la faire. Et comme elle a dit ma femme, je vais reprendre ses paroles, elle a dit ce soir on n'a aucun but de faire des rencontres. Si elle a tant mieux, si elle n'a tant mieux, si elle n'a pas tant mieux aussi. L'essentiel c'est que on puisse prendre conscience ce soir des enjeux des rencontres. Parce que je vais vous dire, moi ce que je me rends compte de plus en plus, il faut que je me présente un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a 5 ans de ça, on est revenu d'Israël, c'est ça, je ne me trompe pas. En Eretz Israël, j'ai passé plusieurs diplômes en compagnie des grands rabbinim d'Israël. C'est pas pour m'enorgueillir ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire que tout ce que je vais dire ce soir, ça dépend d'eux. Particulièrement du Rav Simcha Cohen, qui aujourd'hui est le plus grand médiateur familial qui existe en Israël. Le Rav Avramov, de qui ce soir je tire son cours. Et donc tout ça pour vous dire que les bonnes choses que je vais dire ce soir, faites-les dépendre de moi. Et les bêtises, l'inverse. Les bonnes choses, c'est les rabbinim qui me les ont appris. Et les bêtises, c'est de ma faute. Vous les associez à moi et pas au rabbinim. J'aimerais particulièrement ce soir dédier ce chiour pour 3 personnes. On va commencer par ceux qui sont parmi nous. Pour la refoua shelema de Eliaou ben Chana Amar et pour la refoua shelema de Rivka Jamila bat Naomi. Également dédier ce chiour à la mémoire de mon grand-père, puisque aujourd'hui encore, pour encore 1 heure, c'est sa askara, Nissim ben Simcha. Et bien évidemment, n'oublions pas le Rabbi de Lubavitch, pour qui aujourd'hui c'est aussi son askara et qui, entre parenthèses, ça va entrer dans ma vie privée. Si aujourd'hui je suis là avec cet accoutrement et les paroles que je vais dire, c'est en partie grâce à lui, mais bon, ça me concerne. Alors regardez, on va pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais, avec votre permission, commencer par une histoire qui s'est passée à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas longtemps encore, c'était sa askara. Il y a un couple qui est venu les voir et ils lui ont dit « Rabbi, on veut divorcer ». Il a dit « Il n'y a pas de problème, vous avez essayé de vous remettre ensemble, ça n'a pas marché ». Vous savez, des fois, comme il y a une mitzvah, on devrait dire ça ce soir, mais bon, malheureusement, des fois, quand on est, comme je dis, médiateur familial et qu'on rencontre des cas, il y a une mitzvah de se marier, il y a une mitzvah de vivre ensemble, il y a une mitzvah de vivre dans la paix, mais il y a des fois, de la même façon que c'est une mitzvah de vivre ensemble, il y a aussi une mitzvah de se séparer. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a vu ce couple, il a dit « Ok, vous allez vous séparer, mais il y a une seule condition. C'est que vous, madame, ce soir, vous preniez un souvenir. » Mais il a dit « Quoi ce soir? Mais on divorce. » Il dit « Vous n'avez pas compris. Ce soir, vous allez faire une fête, vous allez inviter tous vos amis, et puis vous prendrez un souvenir de cette soirée. » Mais il a dit « Rabbi, on divorce. » La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça existe encore. Ceux qui sont tellement contents de divorcer, ils disent on va faire une fête. Ils font la fête Misibat Girushin, ça s'appelle en Israël. La fête du divorce. Ils sont tellement contents que voilà. En tout cas, ils ont fait cette fête. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle a fait boire son mari. Elle a fait boire, elle a fait boire, elle a fait boire, jusqu'à qu'il s'est enivré et elle a pris avec elle. Le lendemain, il s'est réveillé et il se retrouve dans la maison de sa conjointe. Il dit mais qu'est-ce que je fais ici? Elle a dit la vérité, le meilleur souvenir que je puisse prendre de cette soirée, c'est toi. Ça, c'est pour vous montrer vers où la complicité d'un couple, elle peut tendre. Qu'est-ce qu'on peut être capable de construire quand on vit ensemble? Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer ce soir. La constitution d'un homme et d'une femme, et là, ce soir, on va essayer de parler d'un garçon et d'une fille, c'est le vivre ensemble. L'homme, il n'est pas fait, ni la femme, encore moins, on va l'expliquer ce soir, pour vivre seul. Vous allez me dire, et pourtant, il y a bien des gens qui vivent toute leur vie seuls. C'est vrai, mais ce n'est pas une vie. Moi, je vous dis la vérité. C'est pas une vie. Ah oui, mais on est bien chez papa et maman. Ça se passe bien. On est nourri, blanchi, logé. On a peut-être même notre appartement. On est tranquille. Qu'est-ce qu'on va se casser la tête? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne veux pas vous faire peur. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous êtes tranquille. Aujourd'hui, tout se passe pour le meilleur du monde. Mais si maintenant, je vous ferais voyager 45 ans plus tard, je vous promets que ce ne sera pas la même partie. Parce que la vie, elle avance. Les gens qui sont autour de nous, ils avancent. Si aujourd'hui, on se sent bien en tant que tel, viendra un jour où on va se dire finalement, j'aurais peut-être dû plus réfléchir à mes actions.
Et même dans la création du monde, regardez bien, Vaivra Elohim et Adam Betsalmo, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, Zachar ou Nekeva bara otam. Je ne comprends pas, on parle de l'homme. Et pourtant dans le verset c'est écrit, il a créé l'homme et la femme en même temps, et c'est ça qui apparemment ferait qu'on a un Adam. Mais je ne comprends pas, ils sont bien dissociés l'un de l'autre. Alors hormis les Midrashim, je ne sais pas si vous savez, au début Adam Arishon il faisait très peur. D'un côté il y avait un visage d'homme, et d'un autre côté le visage d'une femme. Ils étaient véritablement ensemble. Le problème, c'est que cette association-là, quand bien même ils étaient ensemble collés, on ne sait pas trop comment, ça n'a pas plu à Adam Arishon. Vaikra Adam Shemot Lechol Abehema ou Lechol Off, Akadosh Baruch Hu avait créé tout le monde entier, tout allait pour le meilleur du monde, où les Adam Lo Matza Ezer Kenegdo. L'homme, il se sentait seul, véritablement. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vayapel Tardema à la Adam, il a endormi l'homme, et puis je ne vais pas vous alourdir avec la suite des psukim, il a pris une côte de l'homme, et il est réveillé, il a dit Adam, oui, bonjour, voilà ta femme, elle est en face de toi. Et ça, c'est une révolution, je vais vous dire la vérité. Même si vous n'êtes pas encore marié, Bedrat Hashem, vous le saurez bientôt, dites Amen, quand vous le voudrez, bien sûr. C'est une révolution, je vais vous dire pourquoi. Parce que quelque part, l'homme, c'est-à-dire que le caractère de l'homme, c'est d'être quelqu'un qui vit seul. On l'avait dit il y a 2 semaines dans le couple. Un homme ne peut pas vivre avec une femme. Ça paraît fou à entendre. Hein. C'est-à-dire que lui, c'est pas quelqu'un qui parle. Très souvent, et ça va vous aider à comprendre pas mal de choses, vous rencontrez un garçon, excusez-moi les garçons, hein, qu'est-ce qu'il est introverti, oh là là, il parle pas, il est timide, il dit pas ses sentiments, il dit jamais qu'il m'aime. Un garçon ne sait pas exprimer ses sentiments. Et ça, c'est la preuve, elle est ici dans Bereshit. C'est-à-dire que l'homme, il était fait pour être seul, effectivement. Il n'y avait pas de raison que quelqu'un vienne et l'accompagne. C'est sa nature. Et la femme, elle, d'où elle sort? Et là, je vais m'adresser aux garçons. Elle sort d'un endroit où on l'a détachée de sa source. On a pris une côte, d'accord? Et cette côte-là, on a dit maintenant, tu vas être séparé donc de ta source, de là où tu viens, et tu vas devoir t'associer. Donc là, je m'adresse aux garçons et je dis, ne vous étonnez pas que très souvent, les filles, qu'est-ce que c'est des pipelettes? J'ai même pas envie des fois de décrocher. Je sais que c'est elle, mais à la limite, je vais lui envoyer un SMS, je vais lui dire que je suis occupé, que je la rappellerai dans 2 ans, quand je pourrai. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Vous comprenez, les garçons, ils se sont mis là tous ensemble, c'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de dire qu'en fait, la plupart du temps, vous allez avoir affaire à des filles qui ont besoin. C'est pas qu'elles ce sont des pipelettes, c'est pas qu'elles n'ont pas leur langue dans leur poche, mais elles vont rechercher à revenir à leur source. Qui c'est leur source? Dieu seul le sait. On va voir que c'est décidé 40 jours avant qu'on soit formé dans le ventre de nos mères. Ça a été décidé. En haut, on sait déjà. Elle va aller avec lui, il va aller avec elle. Vous allez me dire, vous vous foutez de moi ou quoi? Et tous les gens qui sont célibataires depuis, qui ont 30, 35 ans, 40 ans, c'est de leur faute. C'est de leur faute. C'est-à-dire que moi, avec la toute petite expérience d'une quinzaine, une vingtaine d'années que je suis dans ce sujet-là, j'ai vu des hommes, des garçons, des filles, des vieux garçons et des vieilles filles. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire à eux? Eux, ils ont été décidés. Oui, on leur a décidé quelque chose. Et pourquoi ils ne sont pas mariés? C'est leur faute. Pourquoi? Je vais te dire. Il y a ce qui s'appelle, puis après on va le développer, je ne ferai pas un long cours, je vous assure, 40 minutes maximum encore. Il y a ce qui s'appelle Zivug Rishon et Zivug Sheni. Zivug Rishon, c'est-à-dire le premier couple, c'est ce qu'Hachem a décidé pour toi depuis que tu es né. Avant que même ta mère, elle sache, excusez-moi de parler de cette manière, qu'elle était enceinte de toi, en haut on a dit 7 personnes, ce bébé il ira avec cette bébé-là. Le problème, ils disent les Baal et Moussard, c'est que si quelqu'un, il est difficile, il dit qu'il n'a pas encore sa situation, que c'est pas une Marocaine, que c'est pas un Tunisien, qu'il n'est pas blond, qu'il n'a pas les yeux bleus, qu'elle n'est pas assez grande, qu'elle n'a pas un métier qui me fait plaisir, j'en connais, je vous raconte pas, hein. Je peux vous écrire un livre d'histoire sur tout ce que j'entends. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette fille ou ce garçon et il va la caser ailleurs. Vous croyez que j'exagère? Je ne sais pas ceux qui ont lu de Tzadeket Magazine, qui sort à peu près une fois tous les mois. J'ai écrit un article là-bas.
Et j'ai ramené une preuve à ce que j'ai dit. Bientôt, là, dans à peu près 14 jours, ça va être le 17 Tammuz. Vous savez ça. À partir du 17 Tammuz, on ne va plus à la plage. Parce que même si on va à la plage, il y a des méduses qui vont venir vous piquer pour vous rappeler. C'est les 3 semaines, ça fait mal. Et les méduses, c'est pour ça. Il ne faut pas croire que c'est pour autre chose. Ok, pendant ces 3 semaines, pas de baignade, pas de mariage. Mais des fiançailles, oui. Pourquoi? Pourquoi on fait des fiançailles pendant ces 3 semaines? On ne devrait pas faire de fiançailles. C'est la période où le Beth Amikdash a été détruit. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Broura sur place là-bas? Quelque chose de terrible. Il dit parce que si ce garçon et cette fille-là, ils officialisent pas la rencontre, ils font pas des fiançailles, Shema yekadmenu acher berachamim. Ça veut dire quoi ce charabia? Que vienne quelqu'un par sa prière apprendre le conjoint. Ça veut dire que quelque part, si tu n'as pas fait assez vite et qu'il y a une fille ou un garçon qui prie comme des dingues, ils sont partis au Kotel, sur le quai vert du Rabbi de Lubavitch, ils ont demandé à Baba Salé, à Baba, tous les babottes, et que Dieu il a dit, oh là là, on va commencer à lui répondre, ben tiens, celle-là, la pauvre, on ne la regarde pas, ou elle ne se fait pas écouter par son copain, voilà, tiens, marie-toi avec elle. Ça existe. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça, le thème de ce soir, c'est sur ça, excusez-moi, j'en perds mon latin, que je veux sensibiliser ce soir, et je l'ai fait déjà secours à d'autres dans notre ville. Il ne faut pas croire que le mazal, il a tout résolu, parce qu'on est maître de notre mazal. Et si on est trop difficile, si on veut trop de choses, il faut comprendre quelque chose. Alors je vais peut-être un petit peu critique ce soir. Le garçon idéal ou la fille idéale n'existe pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas idéal. Parce que toi-même, tu as des défauts. Et peut-être que ces défauts-là, ils vont faire justement que tu vas aller bien avec ton conjoint. Vous savez, le couple, on s'embrique. Les qualités que je n'ai pas moi, ma femme les a. Et les qualités que ma femme n'a pas, je les ai moi. Donc n'aspire jamais à retrouver à travers la fille que tu es en train de fréquenter ou le garçon que tu es en train de fréquenter, le tableau idéal. Je sais expliquer ça aussi, pourquoi on cherche un tableau idéal, mais n'aspire jamais à ça. Parce que de toute façon, on ne vient pas de la même famille. Donc qu'est-ce que tu vas faire toi? Inconsciemment, on va déjà en parler puis on le répétera tout à l'heure, tu vas chercher quelqu'un, toi le garçon, qui ressemble exactement à ta mère. Or, toi-même tu le sais que ta mère est une femme exceptionnelle. Elle est tellement exceptionnelle que personne ne peut lui ressembler. Et donc toute ta vie inconsciemment, quand tu prends tu regardes une fille, tu fais passer un radar. C'est quoi ce radar? Est-ce qu'elle est comme ma mère? Est-ce qu'elle sait cuisiner comme ma mère? Est-ce qu'elle saura être aussi vaillante que ma mère qui revenait après son travail et qui commençait à s'occuper de la maison? Est-ce que... Mais attends, Baba, ta mère, elle s'est forgée à ça. C'est pas venu du jour au lendemain. Petit à petit, le garçon, c'est pareil. Si, excusez-moi, la fille, c'est pareil. Elle cherche quelqu'un qui soit débrouillard comme son père, qui ait la même situation que son père, qui prenne des décisions comme son père, qui soit aussi joli que son père. Mais tu ne trouveras pas. Il y aura un moment où il y aura des différences. Et je vais vous dire, cette histoire de parents, c'est inéluctable. Parce que nous, quand on grandit, c'est quoi nos repères? Moi, je dis toujours, je suis très critique avec les ratanim que je prépare. Je dis, vous savez, le lendemain du mariage, c'est la catastrophe. Et on nous a toujours dit que c'était joli, que c'était mignon. Ça, c'est dans les films, laisse tomber. Quand tu vas revenir à la maison, après que tu seras installé, que la vie va reprendre, Baba, ça va être la guerre. Oh, Chocron, vous êtes défaitiste. Hein. Je ne suis pas du tout défaitiste, parce que toi, tu viens, comme j'ai dit dans le cours du couple, à cet endroit même, il y a 2 semaines, on ne rentre pas, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci, à 2 sur la roupa, on rentre à 6. Toi, ton père, ta mère, lui, son père, sa mère. C'est comme ça. Inconsciemment, et on va essayer de reproduire, je ne me suis pas trompé, hein, on va essayer de reproduire le même schéma. Or, tu ne peux pas. Lui, il vient d'une famille qui est différente de la tienne. Toi, tu viens d'une famille qui est différente de la sienne. Comment veux-tu que ça marche? Pas que ça va marcher, allez, shalom. Sinon, ce serait grave ce que je suis en train de dire. Mais comment veux-tu que ce soit facile? Voilà, c'est ça. C'est ça la nuance. Comment veux-tu que le lendemain du mariage, ça soit facile? Toi, tu vas devoir t'approcher un petit peu. Elle va devoir s'approcher un petit peu. Et Inematov ou Manaïm. Ah, vous allez me dire, je comprends, c'est trop compliqué le mariage, on n'a qu'à laisser tomber. Je vais vous dire, ne laissez jamais tomber. Ne laissez jamais tomber parce que les Baal et Moussar, ils disent, les commentateurs, ils disent, quelle est la différence entre excusez-moi des termes, entre un homme et un animal?
Eh bien, c'est dans leur définition. Adam, l'homme, eh bien, il a la même racine que le mot Adama, la terre. Behema, l'animal, c'est la même terminaison que Bama. Ça veut dire quoi? Dans l'animal, il y a ce que tu vois devant toi, 2 cornes, d'accord? Une vache avec de la viande, du lait, c'est tout, il n'y a pas plus. Elle se lève le matin, elle va manger, ça c'est tout. L'homme, c'est pas ça. L'homme, c'est quelqu'un qui en permanence va se fructifier. Vous avez déjà mis, quand vous étiez petit, je suis sûr que vous l'avez fait, une lentille dans la terre. Mais c'est magnifique ce qui sort des plantes, des autres lentilles. Ne parlons pas de mettre un début d'arbre. Quelques années plus tard, il y a un tronc, il y a des fruits. Ça se fructifie. Eh bien, c'est la même chose. Dans l'homme, il y a beaucoup de potentiel. Vous tous qui êtes ici assis, vous avez un potentiel exceptionnel. D'ailleurs, le Harizal, si je me souviens bien, il dit que ça sera un cours en soi et je sais que ça passionne énormément de gens, mais ce n'est pas le thème ce soir. Le Harizal, il dit que chacun, vous savez, on est la réincarnation d'une âme. Vous le savez tous. D'où on le sait, c'est que des fois on vit des situations et on a l'impression d'avoir vécu ça il y a bien longtemps déjà. C'est la Neshama qui ressent ça. À partir du moment où on a ce sentiment-là, ça veut dire qu'en fait, je suis en train de revivre ce que j'ai vécu. Donc je suis la réparation. Et l'homme, et les Balei Moussar, ils disent que toute la vie, l'homme ou la femme, elle va devoir chercher son but. Comment je cherche mon but, moi? Comment je sais pourquoi je suis venu dans ce monde-là? Eh bien, les Balei Moussar disent ce pourquoi tu es fait. On a tous quelque chose de spécial, quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde-là. Et les choses sur lesquelles on va te dire franchement, tu exagères, tu devrais faire différemment, c'est pas bien, fais différemment, ça, c'est ce que tu dois réparer. En ayant dit ça, eh bien, dit le Rav Abrahamov, l'épanouissement d'une personne, ou si je pourrais dire ainsi, bonsoir, si c'est la possibilité, où tu veux, où vous voulez, la possibilité de pouvoir se développer quelque part, la possibilité de pouvoir se développer, ça va être à travers la rencontre d'une fille ou d'un garçon. C'est ça qui va faire que la personne, elle va changer, elle va devenir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va faire? Et je vous dis la vérité, vous le sentez peut-être pas encore, mais quand on se marie, on n'a pas des ailes qui nous poussent, mais on a cette envie de faire encore plus. On a cette envie de former une famille, on a des ambitions. Alors que la vie d'un célibataire, je ne parle pas d'un célibataire de la tranche d'âge qui est assis ici ce soir, je parle de quelqu'un qui malheureusement atteint la soixantaine. C'est quoi sa vie? Boulot, métro, dodo, synagogue pour ceux qui sont un petit peu plus religieux. Ouais, on se fait un cinéma demain. Ouais, si tu veux. Mais c'est quoi cette vie? Le type il a 60 ans ou la fille elle a 60 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants. Qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Donc l'épanouissement quelque part, et c'est pour ça qu'Adam Arishon, quand est-ce qu'on a appelé dans Bereshit Adam? Quand il y avait le Zahar et la Nekeva. Quand est-ce que la personne elle arrive à son intégrité? Eh bien, c'est justement quand il y a le Zahar et quand il y a les Nekeva. Maintenant, je vais vous dire, encore une fois, toute la vie, jusqu'à l'âge du mariage, on engrange, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit matériellement. On va beaucoup prendre. À quel moment je vais pouvoir développer et donner à l'extérieur ce que j'ai pris jusqu'à maintenant? C'est le jour où je vais pouvoir me marier. Le jour où je vais pouvoir me marier quelque part, c'est ce jour-là où enfin, je vais pouvoir sortir mon potentiel. Si je ne me suis pas marié et je n'ai pas eu d'enfant, le Rav Shmulevitz ici, il y a 3 personnes, elles sont considérées comme mortes. Le lépreux, celui qui est mis en quarantaine, d'accord, et celui qui n'a pas d'enfant. Parce que quelque part, celui qui n'a pas d'enfant, il n'a pas pu donner tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a fait ou même tout ce qu'il a préparé. Et je vais vous dire, même ça, c'est un défi. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à que vous rentrez sous la roupa, tu appelles papa, tu appelles maman. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus débrouillards et j'imagine qu'ils sont déjà dans des appartements et tout ça. Mais je veux dire, tu sais que tu as sur qui compter, donne-moi. Depuis la première couche jusqu'à le traiteur que tes parents te payeront le jour de ton mariage, tu as toujours pris. Quand tu sors de la roupa, qu'est-ce qui se passe? Tu passes d'un receveur à un donneur. Et ça, c'est pas facile.
Très souvent, on a des couples, et je ne vous parle pas des couples qui se sont récemment mariés, je parle des gens qui sont mariés même depuis des années. Ils n'ont pas compris que quand ils sont passés sur la choupa, c'était pour, à nouveau, maintenant, pas recevoir, mais donner. Donc quand ils arrivent après le mariage, ça devient des gens qui sont malheureux. Je vous dis la vérité, pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train d'attendre quand est-ce que maman me donnera à manger. Mais c'est pas ta mère. C'est la fille avec qui tu t'es marié. Ça va être la mère de tes enfants. C'est toi qui dois lui apporter. Et vice-versa. La fille, elle est en train de dire, mais quand est-ce que papa... Mais c'est pas papa. Maintenant, c'est toi qui vas devoir apporter dans ton couple ce que tu dois apporter. C'est toi qui vas devoir conseiller. C'est toi qui vas devoir encourager. Mais malheureusement, très souvent, on reste malheureux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est ça qui très souvent bloque, et les gens, ils ne savent pas l'exprimer. Mais moi, je sais très bien que c'est ça. Ils n'arrivent pas à se retrouver à travers leur mari ou leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont cet exemple du père ou de la mère qui reste gravé. Or, ça ne peut pas être possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, les habitudes. Moi, j'ai eu, comme j'ai dit, une fois des gens, on raconte une histoire, ils ont divorcé à cause d'un dentifrice. Vous la connaissez, cette histoire, ceux qui étaient dans mes shiurim. Pourquoi? Parce que le père, écoute bien ça, de la fille, c'était quelqu'un qui avait fait la Shoah. Et quand on a fait la Shoah, que Dieu nous en préserve pour tout le monde, eh bien, on pousse le dentifrice jusqu'à la dernière goutte. De l'autre côté, le père du garçon, c'était des gens très très aisés, pas de problème, chacun sa salle de bain, dans la chambre et tout ça. Le lendemain, donc ils se sont mariés, tout allait très bien, et le lendemain du mariage, ils se retrouvent dans la salle de bain. Le surlendemain aussi, tout va bien, au rythme du dentifrice. Mais quand il arrive à la fin, la première fois, la fille, elle dit au garçon, mais c'est dommage, ne le jette pas, il en reste encore un peu. Oh, ça va. La première fois, gentiment. Un mois plus tard, quand le dentifrice de nouveau arrive à la fin, mais pourquoi tu fais ça? Et puis petit à petit, ça s'est envenimé jusqu'à qu'ils sont devenus devant ce rave qui a écrit ce livre, et ils ont dit, on pense à se séparer. Ça avait commencé de ça. Moi, ça c'est peut-être exagéré, mais il y a tellement d'habitudes. On arrive avec des sacs et des sacs d'habitudes qu'on a reçues de nos parents qui pourtant peut-être sont saines, mais qui n'ont pas été habitués de l'autre côté. Mais il y a un autre problème à part celui-ci. Je veux dire, aujourd'hui, on vit dans la société du jetable. Ton portable ne marche pas, tu vas à SFR, on t'en donne un nouveau. Ta voiture, elle ne marche pas, le gouvernement, il subventionne. Pour changer la voiture, on change. Donc qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Vous ne pouvez pas vous imaginer le consistoire, le nombre de divorces qu'il a par mois, tant dans la ville dans laquelle on parle ce soir, je ne dirais pas de nom parce qu'on est filmé, on est en direct, tant dans les autres villes, il y a des milliers de gens qui divorcent à travers le monde par jour. Je vais en parler, mais ça va te faire peur. Donc j'attends encore, mais je vais en parler. Ce que je peux te dire déjà comme statistique, au niveau des gens qui sont mariés, je ne veux pas vous faire peur, c'est dommage. Le Rav Simcha Cohen, il a dit qu'il y a une statistique qui est sortie il y a quelques années. 80% des gens à qui on a demandé dans ce sondage, seriez-vous prêts à vous remarier avec la même personne? Elles ont dit non. On ne recommencerait pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'aujourd'hui, on s'est habitué, les rencontres par Internet, les rencontres par trucs, les rencontres par machin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que très vite, les gens, malheureusement, ils sont lassés de ces rencontres. Parce que dès qu'il n'y a plus ce point d'intérêt, au début c'est nouveau, c'est tout mignon, on en parlera tout à l'heure. Mais quand les habitudes s'installent, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, moi vous savez monsieur le rabbin, moi je ne suis pas trop religieux comme vous. Ah bon, ok d'accord, j'accepte, on passe tous pareil. C'est pour ça qu'on a décidé avec ma copine de s'installer ensemble. Ça c'est la plus grave erreur qui puisse exister. Je ne parle pas du niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, il faudrait faire un cours à part déjà. Les problèmes que chaque jour ils vivent ensemble et tout ça, c'est très grave. Moi je vais vous parler d'autre chose. Tu peux vivre avec ton copain ou ta copine même 4, 5, 6 ans. Ce sera du tourisme. Vous savez pourquoi ce sera du tourisme? Parce qu'il n'y a aucun engagement. On vit ensemble. Quand ça n'ira pas mieux, ben c'est pas grave, on se sépare, puis on se revoit, puis on se remet un mois ensemble. Vous savez, c'est comme les gens. Moi, j'ai rien contre Israël. Au contraire, j'ai vécu là-bas près de 15 ans. Ils disent, nous, on connaît Israël, on part habiter là-bas. Qu'est-ce que tu connais? Ah ben, j'ai été à Eilat, j'ai été à Jérusalem, au King Salomon. Là-bas. Quand tu vas en Israël et que tu passes tes vacances, c'est pas la vie de tous les jours. C'est pas ce que tu vas vivre au quotidien. C'est pas la mentalité que quand on va te pousser dans la rue, il faudra dire merci de m'avoir poussé. C'est très gentil, monsieur. Toda rabba lachem, bevakasha. Non. La vie israélienne, c'est dur. Il faut avoir un boulot.
Il faut avoir la mentalité, il faut avoir l'esprit de combat, il faut avoir l'esprit d'avoir envie de se battre. Comme j'ai dit à un ami il n'y a pas longtemps, je te vénère, que tu arrives à avoir cette mentalité. Mais je suis pour Israël. Alva et que tout le monde dit Amen, on puisse partir en Israël. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le tourisme, c'est pas l'habitat. Tu peux vivre avec un copain ou une copine tant d'années que tu veux, mais c'est pas dans un esprit d'engagement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on se marie, il y a une connexion qui se fait et c'est beaucoup plus difficile pour les garçons que pour les filles. Et d'où je le sais, regardez, je vous ai pas lu la fin du passouk tout à l'heure. C'est écrit donc ils se sont mariés, Akadosh Baruch Hu les a mis dans le jardin d'Éden. Et puis bizarrement, Alken, c'est pour cela, conclut la Torah, il y a Azov Ish et Aviv et Timo, un homme quittera son père et sa mère, Vedavag Beishto, il se collera à sa femme. Attendez, j'ai pas compris là. Et la femme? Quoi, il n'y a que le mari qui quitte ses parents et la femme? Vous n'avez jamais, c'est que étudier le Chumash, vous n'avez jamais posé la question? Pourquoi c'est le mari qui quitte son père et sa mère, Ribono Shalolam? Mais je vais vous dire, parce que c'est le mari qui a le plus de mal à quitter son père et sa mère, au risque de me faire jeter des pierres par les garçons. Vous savez pourquoi? Ça s'explique comme j'ai dit tout à l'heure. Une femme, comme on l'a vu dans les psukim, elle a été créée dans cet objectif de retourner à sa source de laquelle elle a été enlevée. D'accord? C'est pour ça qu'elle téléphone, c'est pour ça qu'elle envoie des SMS. Quand vous serez mariés, vous viendrez au cours du couple, je vous expliquerai ça en détail. Maintenant, ça, quand elle est jeune, c'est pas du jour au lendemain que ça bascule, ce tempérament. C'est depuis sa tendre enfance. Depuis sa tendre enfance, elle est collée, alors elle ne s'est pas mariée depuis qu'elle est jeune, à qui elle est collée? À ses parents. Si maintenant le mari, il est très intelligent, parce qu'il faut une grande subtilité pour, entre guillemets, dire à cette personne-là, maintenant ça va être notre maison, on va la faire ensemble. Mais normalement, la femme, elle va s'habituer très vite. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir construire avec son mari. Ça, c'est la femme qui est capable de le faire, parce qu'elle a cette possibilité. Mais le mari, lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il a été créé, il était seul ou il était accompagné? Il était seul. La Torah, elle a dit, le tempérament de l'homme, c'est d'être seul, de vivre seul. Donc ne pas croire, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les filles elles disent souvent, le garçon il est très introverti, il est timide, il n'exprime jamais ses sentiments, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit très très expressif. Un garçon, ça ne peut pas être expressif par définition. Il va falloir, du côté du garçon, rendre cette relation agréable. Parce que très souvent, de quoi ils se plaignent les maris? Oh j'en ai marre, ma femme elle est toujours chez ses parents. Mais peut-être que tu n'as pas rendu assez agréable l'endroit où elle vit avec toi pour qu'elle ait envie de se déconnecter. Parce qu'une femme, véritablement, elle se connecte avec son mari. Seulement, il faut lui donner l'occasion de le faire. Voilà pourquoi, même quand on parle de rencontre, il faut et ça je le répète, aux garçons qui sont souvent en shidduchim, soyez expressifs. Dites ce que vous pensez, ouvrez des débats, parlez, parce que les femmes, elles n'ont pas de problème, les filles, elles n'ont pas de problème avec ça. Mais les garçons, ils ont un véritable problème avec ça. Et donc, s'ils ne sont pas expressifs, on peut passer pour quelqu'un qui malheureusement est trop timide et passer à côté, pour ceux qui n'étaient pas au début tout à l'heure, de son mazal. Ça peut exister. Et comme j'ai dit tout à l'heure, non seulement il y a ça, mais il y a aussi, comme j'ai dit, le fait qu'aujourd'hui on vive dans une société qui malheureusement a beaucoup de difficultés à pouvoir concevoir, c'est triste à dire, qui vont vivre peut-être 30 ou 40 ans ou 50 ans avec la même personne. Rappelez-vous du temps de vos grands-parents. Papy et mamie, ils se disputaient combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Papy était énervé, il claquait la porte. 10 minutes plus tard, ils étaient dans la cuisine en train de parler ensemble et c'était oublié. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de choses qui nous séparent. Il y a les médias. C'est comme... Moi, j'arrive pas à comprendre ça, mais bon. J'arrive à le comprendre d'un côté, mais d'un côté, combien de ravages ça fait? Tu parles à un garçon ou tu parles à une fille, tu veux lui présenter quelqu'un de bien. Elle a un compte Facebook. Je peux voir ses photos. Non mais attendez, je vais vous dire, les photos, ok, d'accord, ça peut rendre service, ça peut être quelque chose de bien. Mais, vous savez ce que je vais vous dire? Je suis pas méchant, hein, mais pas tout le monde n'est photo-hygiénique. Peut-être que ces photos, elles ont... Hein? Photogénique? Oui, pas tout le monde n'est capable de présenter bien sur une photo. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on fait... Tu peux mettre une cravate. Non, tu mets pas une cravate. Mais regarde, même toi, des fois on se fait des selfies. Moi je sais parce que je suis tout le temps, c'est mon métier, donc je me filme, j'ai un site internet. Je peux vous dire que des fois j'efface des vidéos. Je me fais peur à moi-même, quoi. Ouh là là, attention là, faut que tu te reprennes là.
Non mais voilà, donc comment aujourd'hui on peut peut-être perdre l'occasion de rencontrer son mazal, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous le répéter, on peut perdre son mazal si on est trop difficile. Comment tu peux décider ton mazal avec une photo? J'aurais pu rentrer dans les détails, mais je veux dire, encore une fois, pas tout le monde est photogénique. Et donc à ce moment-là, tu vas peut-être te tromper et te trouver avec des a priori. Quoi, mais c'est elle? Mais elle n'était pas comme ça sur Facebook? Eh ben ouais. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Ah. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça. Et je vais vous dire, les sondages, comme je l'ai dit tout à l'heure à mon ami Julien, ne jouent pas en notre faveur. La moitié des mariages, dit le Rav Abrahamov, en Israël, se terminent en divorce. Alors je ne sais pas où il a été pris ce sondage. Et 6% et 6 des 10 remariages, d'accord, vont à l'échec. Et combien Marcel de statistiques? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas de statistiques, Bedrat Hashem. Et je vais vous dire, moi ce qui m'étonne, c'est que, comme je vous dis, moi je fais les services après-vente en général. Là ce soir c'est une innovation. Vous me direz si ça vous a plu, peut-être qu'on va essayer de le refaire. Mais moi normalement je m'occupe du service après-vente. Je suis médiateur familial, donc je reçois les couples, malheureusement quand ça va très très mal. Et je vais vous dire quelque chose. Quand je demande à ces couples qui viennent me voir, qui c'est qui t'a préparé au mariage? Ah, pour les lois, j'étais au consistoire, j'ai fait des cours pour les lois. Il n'y a pas que les lois, papa. Il n'y a pas que l'Ilchot Nida qui rentre en compte. Il y a comment tu vas te comporter avec ta femme. Il y a comment tu vas te comporter avec ton mari. Qui t'a préparé à ça? Oh, je ne savais pas que ça existait. Ça existe. Ça s'appelle une adrachat ratanim, adrachat kalot. Et Baruch Hashem, on a des gens, bon, je ne vais pas me jeter des fleurs à moi, mais on a des gens comme moi qui s'en occupent. On a des femmes à Marseille extraordinaires qui s'en occupent aussi. Ça se prépare. Je ne comprends pas. Quand tu veux faire tes études et que tu veux avoir un bon boulot, et félicitations à toi que tu as pris cette décision, tu ne fais pas d'études, tu te casses la tête, tu restes jusqu'à 1h du matin pour essayer de comprendre comment la médecine elle fonctionne, comment le business il fonctionne, tu fais des études. Et pour te marier, tout frais, tout pimpant, tu as ton costume, tu as ta cravate, tu as ton appart, mais tu ne sais pas comment ça fonctionne un garçon ou une fille. Et puis tu t'envoies contre le mur, forcément. Donc encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, un garçon et une fille, c'est très subtil. Vous savez, un garçon, vous lui faites une crasse, demain il a oublié. Ou un mari qui s'est disputé avec sa femme, il rentre le soir, oui, bonsoir chérie. La fille, elle fait 3 mètres. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas possible. Et la femme, le soir, elle ne la regarde pas, elle est attristée, elle est peinée. Vous voyez qu'elles font exprès, les filles. Elles ne sont pas susceptibles, elles ne sont pas très très rapidement vexées. Non, pas du tout. Écoute bien, Julien, écoute bien. La Gemara, elle dit Zé mimakom shenivra, Vézé mimakom shenivra. La Gemara, elle dit celui-là, il a été créé de tel et tel endroit, et celui-là, il a été créé. C'est-à-dire quoi ça? Reprenons la création de l'homme et de la femme. L'homme, il a été créé de quelle matière? De la terre. Quelque chose de meuble, quelque chose qui ne laisse pas de traces. La femme, elle, comment je vous ai dit qu'elle a été créée tout à l'heure? Par une côte, par un os. Et donc disent les Chachamim, c'est ça qui va déterminer exactement comment je vais réagir. La femme, elle, malheureusement, et c'est là où je dis on doit apprendre à parler à une fille et on doit savoir c'est quoi le tempérament d'un garçon. Une fille, la plus grave erreur qu'en général ils font les garçons quand ils rencontrent des filles, ou même quand ils se marient, ou même après le mariage, c'est qu'ils croient que comme tu parles à ton copain, tu vas parler à ta copine. Allez, ça va. Non. Même si elle veut, elle ne pourra pas oublier si tu lui fais quelque chose de dégoûtant. Alors que le mari, lui, c'est meuble. Ah bon, ça y est, ouais, bon, ça va. Je ne parle pas ici de choses très très graves. Je parle de la vie lambda de tous les jours. Et ça, malheureusement, si on ne l'a pas appris avant le mariage, les garçons, et les filles aussi, parce qu'il faut savoir avec qui vous allez vous marier, vous allez être très très choqués. Parce que, quoi, mais elle est trop vexante, dès que je lui dis quelque chose, moi je ne savais pas que c'était ça le mariage, mais c'est pas le mariage, c'est le tempérament d'une fille. Et c'est pas le garçon, c'est comment est-ce qu'il a été créé. Et c'est pour ça que dans les Sheva Brachot, quand on dit, on bénit les mariés, on dit toutes sortes de degrés de joie. Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Ava, Varva, Shalom, Vereut. Reut, c'est le plus haut niveau qui existe.
Gila, c'est le plus bas niveau. Ça veut dire que quoi? Que toute ta vie, tu vas devoir te construire. Parce que très souvent, on rencontre même des copains qui sont mariés depuis peu. Ah, qu'est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils sont joyeux, qu'est-ce qu'ils sont... Et moi, regarde, j'arrive même pas à convaincre cette fille de me marier avec moi et tout ça. Mais peut-être qu'ils se sont investis. Peut-être qu'ils ont, comment dire en hébreu, été mévatères. Ils ont été tolérants sur certaines choses. Et ça, il faut bien comprendre ça. Parce que très souvent, je trouve pas mon mazal. J'en ai marre. Toujours aller à des soirées. Encore un chauffeur, il nous gonfle encore avec une soirée de plus. Mais peut-être que c'est toi qui t'es pas remis en question sur tes attentes. Moi, je dis toujours, nos rabbinim, ils nous l'avaient dit d'ailleurs, il faut dresser un papier, s'asseoir et dire quel garçon j'aimerais avoir, quelle fille j'aimerais avoir. Je ne parle pas ici de la taille, de la couleur des cheveux. Non, non. Qu'est-ce que j'attends véritablement de du garçon que je veux rencontrer? Ou qu'est-ce que j'attends véritablement de la fille que je veux rencontrer? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, avec tout ce que je viens de vous dire ici et quelque part tous les a priori qu'on puisse avoir, on a beaucoup de mal à s'imaginer ce que la Gemara nous a dit. La Gemara elle a dit, avant que ta mère elle était au courant qu'elle était enceinte de toi, ouais, Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi tu vas te marier avec elle et elle va se marier avec lui. On a beaucoup de mal à imaginer ça. 40 jours, et moi je suis encore en train de me galérer à parler à des copains, à parler à des chatranim, à parler à quelqu'un qui s'occupe des rencontres, à parler, et je vois que ça n'avance pas, comment je fais? Alors je vais vous dire quelque chose. Vous savez, tout est mina shamayim. Dans le domaine des shidduchim, il faut savoir que Dieu il est là pour nous aider. Seulement, il faut aller dans ce sens-là. Et je vais vous dire, il y a une femme qui ne croyait pas à ça. Elle a rencontré Rabbi aussi, et puis elle lui a dit, moi, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée? Alors Rabbi aussi, il a dit, eh ben, il s'occupe de chercher à faire des mariages. Oh, franchement, elle a pris 30 serviteurs et 30 servantes, elle les a mis ensemble, elle leur a dit, mariage de masse, vous mariez ensemble. Le lendemain, il y en a un, il était éclopé, l'autre, il avait l'œil crevé, la fille, elle avait les cheveux ébourifiés. Elle a dit, Rabbi aussi, j'ai compris, laisse tomber. C'est-à-dire qu'il faut quand même une siyata d'Ishmaïa. Avant de vous raconter les quelques anecdotes que j'ai en ma possession, je vais bien vous dire, ce que je vais vous raconter, c'est parce que les gens qui ont vécu ces situations, ils ont été dans ce chemin-là. Mais encore une fois, si quelqu'un il n'est pas prêt, tout d'abord, et je terminerai par ça, parce que là ça a l'air très théorique ce que je dis, mais après je vais parler, pour terminer le cours dans les 10 dernières minutes, exactement de quoi je veux parler par rapport aux rencontres. Mais je vais vous raconter 3 anecdotes. Il y a un monsieur, un Américain, qui s'appelle Reuven Schwartz. C'est Rav Avramov qui raconte cette histoire. 35 ans. Papa et maman, ils ont commencé à souffrir. Les parents, ils souffrent beaucoup, sachez-le. Sachez-le. C'est pas une raison pour aller vite, mais sachez qu'en dehors du fait qu'on doit être responsable de notre avenir, les parents, la plus grande souffrance qu'il peut avoir pour un père ou une mère, c'est de voir ses enfants galérer pour les rencontres. C'est très difficile. Et Reuven Schwartz, ses parents, ils étaient démoralisés. 35 ans. Le mec, il était à fond dans son business. Il faisait des allers-retours Amérique, Bangkok. Amérique, Bangkok. C'était un diamantaire. Il cartonnait dans les affaires. Ça pour ça, Baruch Hashem, ça lui réussissait. La veille de Pessah, à Bangkok, il s'apprête à prendre son vol de retour pour l'Amérique, il n'y a pas de problème. Il passe le boarding, s'assoit dans l'avion, bien installé. Quelqu'un qui lui tape sur l'épaule, commence à lui parler en anglais. Il dit, monsieur, votre carte, elle n'est pas valable. Il dit, ma carte, elle n'est pas valable. Mais ça fait plus de 10 ans que je suis sur cette compagnie. Mes vols, tous les jours, ils sont au tip-top, j'ai jamais eu aucun problème. Monsieur, vous ne pouvez pas rester dans l'avion. C'est resté ça, hein, je ne sais pas si vous voyez. Il dit, c'est pas que je ne peux pas, je reste dans l'avion. Monsieur, on va appeler la sécurité, votre billet n'a pas été validé, on vous a laissé entrer, la compagnie nous a fait savoir que votre billet n'a pas été... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez déjà entendu, vous, qu'un billet n'est pas validé quand on est assis dans l'avion? Ils lui ont fait entendre, ils ont dit, monsieur, où vous sortez ou c'est la sécurité qui vient? Ok, il sort. Il dit, où je vais aller maintenant? Ce n'est pas notre problème, allez voir le bureau, vous revenez, tu parles. Il est descendu, au bureau il y avait de la tente, et rêve Pessah, à Bangkok, il n'y a personne. Tous les juifs qui travaillent à Bangkok, ils avaient pris les vols depuis la veille déjà. Qu'est-ce que je fais, Ribono Shalolam? Bon, il voit que l'avion, dans le plexiglas, il ferme le vasistas et puis il s'en va. Il est à Bangkok, il est à 4-5 heures de Pessah, il ne sait pas quoi faire. Il cherche dans ses affaires, il regarde, il n'y a pas des juifs, non, personne ne lui répond, tous des téléphones éteints et tout ça, c'est pas possible. Et puis il cherche dans ses affaires,
et il voit H.R. Fisher. Qui c'est ce H.R. Fisher? En plus, il habite à Hong Kong. Je vais l'appeler. Hong Kong, Bangkok, 1 heure de vol. Il trouve un vol. Il débarque chez une famille qu'il n'a jamais vue de sa vie. Le H.R. Fisher en question, c'était un type qui vendait des diamants avec lui et qu'ils avaient parlé 2 minutes ensemble. Il lui avait donné une carte. Il a dit, écoute, je suis très embêté, je ne te connais pas. Franchement, c'est même osé de ma part de te demander ça. Est-ce que je peux passer Pessar chez toi? Vous avez donné Pessar, passer chez des gens qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir et tout ça. Ce Reuven Schwartz, chez les Fischer, il y avait une fille, 2 ans de moins que lui. 1 semaine plus tard, ils se sont fiancés. Vous avez compris, ça veut dire que ce monsieur-là, il a attendu 35 ans. Il a fallu que la compagnie lui refuse son billet. Il a fallu qu'il ait gardé pendant je ne sais combien X années cette petite carte d'un inconnu pour que de l'autre côté du monde, sa fiancée, elle attende. Mais elle a attendu et ils ont pu se marier. Bon, vous allez dire, ça, c'est des histoires bateaux. Mais est-ce que ça existe vraiment? Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Il y a 10 ans de ça, on était ensemble avec le frère de Raphaël, à Beth Shmaya. Vous savez, en Israël, ça marche beaucoup avec les renseignements. Mais je vous conseille à vous aussi, ça c'est un truc important que je veux dire dans les Shidurim, renseignez-vous avant. Vous savez, ça évite beaucoup de souffrance. Si j'avais appris que ce garçon, il n'était pas trop stable, si j'avais appris que cette fille, elle avait déjà eu des problèmes à l'époque, ça, quand tu te renseignes, alors pas chez les copains, parce que les amis, ouais, il est extraordinaire, c'est une fille de top, un garçon super et tout, je te conseille et tout ça. Non. Allez voir des gens imprévus. Faites vos renseignements. C'est comme ça que ça se passe en Israël. Et malheureusement, pour l'histoire que je vais vous raconter, c'est ce qui s'est passé justement. Et puis, on appelle à la yeshiva pour se renseigner sur un jeune homme, assez âgé déjà. Sur qui il tombe la famille? Sur le pire ennemi de ce garçon-là. Le pire ennemi. Il lui a dressé un tableau noir que la famille, la mère, elle a raccroché. Elle a dit, même pas en rêve, ma fille, tu rencontres un garçon pourri comme ça. 1 an, il passe, dans ma yeshiva, à Beth Shmaya, à Bnei Brak. Il rappelle et il voit le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il lui parle, il lui dit, écoute, d'après ce que vous me dites pour votre fille, j'ai un garçon extraordinaire. Lequel? Le même garçon qu'il y a 1 an. Mais avec tout le respect qu'on vous doit, Rav, mais on nous a dit que c'était un déséquilibré. Lui, un déséquilibré. Moi, je le connaissais, ce parcours. Une perle foncée. Moi, je prends la responsabilité. Un Rosh Yeshiva à la tête de 300 élèves. Moi, je prends la responsabilité de ce garçon. Je le connaissais. À Yom Kippour, le type, il faisait, vous allez me dire, ça veut rien dire, hein, mais bon, juste pour une petite idée, il faisait ça à Mida pendant 45 minutes, en pleurs. La fille, elle a rencontré le garçon, 1 semaine après, ils se sont mariés, ils se sont fiancés. Ça veut dire que quoi? 2 choses. Déjà, faites attention quand on enseigne. On ne peut pas savoir notre parole. Je sais qu'à un moment, il y a eu une campagne sur Torah Box, des amis à nous. La parole, elle peut être destructrice. Donc d'un côté, il faut se renseigner parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Mais d'un autre côté, quand tu te renseignes, ou quand on te demande des renseignements sur un garçon, même si tu as des comptes à régler, parce que des fois ça fait mal, on a envie de passer la clé sur la voiture et faire une grosse rayure. Tais-toi, ne dis rien, dis c'est une bonne fille, c'est un bon garçon, c'est pas grave. À moins qu'il y ait un problème véritable, attention. On ne vous a pas dit de mentir. Si vous connaissez des garçons et des filles qui ont véritablement des problèmes, il faut mettre en garde, c'est une mitzvah, le Rav Ephraim il le dit. Mais je dis que regardez ce garçon-là, il a perdu 1 an de sa vie. Mais à cause de il n'a pas perdu son chido. 1 an plus tard, il a revu la fille qu'il fallait. Une dernière pour la route. Le Rachash, qui est très connu pour les garçons qui ont étudié un peu du Marin, il avait une caisse d'argent pour prêter de l'argent aux nécessiteux. Il en prêtait de l'argent. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir, Rabbi, prêtez-moi de l'argent, il n'y a pas de problème. 1000 roubles, c'est une somme astronomique. 1000 roubles. Le Rachash, c'était quelqu'un que quand il étudiait, il était tellement concentré que personne, il pouvait avoir un orage, quoi que tu veux dehors, il était concentré. Le monsieur arrive, la date échéante pour rendre l'argent, il vient chez le Rachash il est en train d'étudier comme ça, il dit, Rabbi, je suis venu vous rendre vos 1000 roubles. Le Rachash dit, après, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il glisse l'enveloppe dans le livre. Et le Rachash, il continue à étudier 1h30. Suffocant comme ça et tout, il ferme le livre. Il rentre dans l'armoire. 1 semaine plus tard, il rencontre le monsieur, il dit, tu sais, les 1000 roubles, il faut penser à me les rendre. Rabbi, je vous les ai rendus. Tu ne m'as jamais rendu cet argent, il a dit le Rachash. Je vous les ai rendus, vous m'avez dit, il n'y a pas de problème, vous les avez pris. Tu ne m'as jamais rendu cet argent. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont partis au Beddin,
Le monsieur il a dit, je suis prêt à jurer devant le rabbin que j'ai rendu cet argent. Le Rachash, il a dit, ne jure pas. Je préfère parce que le Rachash, il était conscient de la gravité de faire un serment. Ne jure pas, je te pardonne sur les 1000 roubles. Mais dans la ville, on a commencé à parler. On a commencé à dire, c'est un voleur. Le Rav, il n'a pas voulu le faire jurer parce qu'il savait qu'il était chayav et il ne voulait pas qu'il jure dans le mensonge. Ça a commencé à mousser tellement que le monsieur, il a dû prendre ses affaires et quitter la ville. Ses enfants, impossible à les marier, il a quitté la ville. 8 ans plus tard, le Rachash, il sort un livre de son armoire. Il ouvre à la page, il trouve les 1000 roubles dans la livre. Il sort de la ville, il va voir le monsieur. Il dit, écoute, je suis atterré de ce qui s'est passé. Je suis prêt à prendre la parole devant toute la ville maintenant. Et à te faire excuser devant tout le monde. Il a dit, même si tu prends la parole, les gens y croiront que tu as eu pitié de moi. Que je suis parti de la ville parce que j'avais une mauvaise réputation et que maintenant tu veux me réinsérer, personne ne me croira. Qui va me croire? Et il s'est mis à pleurer, à pleurer. Il a dit, tu sais pas la vie que j'ai. Mon travail, je l'ai perdu. Mes enfants, mes filles, il y en a, mes garçons, personne n'est marié. Vous savez ce qu'il a fait, le Rachash? Il avait une fille de l'âge du garçon à qui il avait emprunté l'argent. Le Rachash, c'est comme si je dirais le Gadol Hador, le grand de la génération. Il a pris sa fille et il a marié avec cette personne. Pour ne pas qu'on crée encore des paroles, des disputes. Et ils se sont mariés ensemble. Il a dit, le Rav Amov, imaginez-vous, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû faire pour pouvoir faire rencontrer ce garçon et cette fille? Il a fait souffrir quelqu'un, il a fait partir de la ville, il a fait partir une renommée, tout ça pourquoi? Pour qu'à un moment le garçon et la fille se rencontrent. Moi c'est ça le message d'espérance que je veux dire ce soir. La vérité c'est que vous avez tous votre mazal. Comme j'ai dit tout à l'heure au début du cours, on a tous un mazal. L'inconvénient, c'est est-ce que nous, on va être les personnes qui vont aider les choses à se faire ou on va mettre des barrières. Vous allez me dire, Rav Shokron, mais de quelles barrières vous parlez? Il y a tellement de barrières. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai fait un chidour. Le garçon et la fille, ils s'entendaient à merveille. Vous savez ce qu'il a fait, le garçon? Il est parti annoncer à ses parents. Les parents, ils ont dit, c'est une Marocaine ou pas? Non, non, c'est pas une Marocaine, c'est une Tunisienne. Tu te maries pas avec elle. Il ne s'est pas marié avec elle. Ah, vous comprenez, Rav, les Marocains, les Tunisiens, c'est pas la même chose. Je veux bien tous. Mais aujourd'hui, comme je dis, petit à petit, c'est en train de se perdre. Dans 10 ou 30 ans, on dira, ah, toi, c'est de Marseille. Ah, toi, t'es de Paris. Ah, le Parisien, le Marseille. Ça n'existera plus. Il y a peut-être encore dans les plats, bon, la tafina, on la fait pas comme ça. La daf, on la fait pas comme ça. Les boulettes, elles sont pas pareilles. Ok. Mais les tempéraments, ils sont en train de s'estomper. On peut pas casser un chidour. Et ça, c'est important de me dire parce qu'on n'est pas du même. Elle n'est pas marocaine ou elle n'est pas tunisienne comme j'aimerais qu'elle soit. Ou c'est pas un bon Algérien de chez nous. On peut pas, on ne peut pas. Après, il y a un autre aussi. Je finis vraiment encore 10 minutes. Il y a encore un autre petit problème qui me tient à cœur, le physique. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut avoir des exigences au niveau du physique? Alors, je vais vous étonner. Les rabbinim, écoutez bien les garçons, s'il vous plaît. Les rabbinim, ils disent... La première chose qu'on voit quand on rencontre un garçon ou une fille, c'est le physique. Quoi, les rabbins, ils ont parlé du physique? Oui, monsieur, parce qu'au bout du compte, le garçon ou la fille, tu vas vivre avec eux toute ta vie, tu vas vivre avec eux. Toute ta vie, tu vas vivre avec cette fille ou toute ta vie. Donc c'est normal qu'ils te plaisent. Mais quand ça rentre dans des considérations complètement débiles, elle n'a pas les cheveux bouclés, il n'a pas les yeux bleus, il ne fait pas 1m95. Oh, c'est quoi, c'est un catalogue de mode là? Fais voir celle-là. Non, fais voir celle-là. Celle-là, non, celle qui est derrière. Là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu. Il y a un moment où il faut arrêter de prendre les filles et les garçons pour des catalogues. Arrêtez. Arrêtez. Et vous voyez, je vais dire un truc dégueulasse. C'est pas grave, j'en fous. Puis au point où j'en suis ce soir. Peut-être que le gars... Je veux dire du côté des garçons, peut-être que le blond là que tu vois et qui te plaît, c'est une pourriture. Et l'autre que tu te dis, ouais, c'est pas un beau gosse, il te rendra la plus heureuse dans ta vie. Vous pouvez le faire du côté des garçons aussi, mais bon, je ne vais pas... D'accord? Le physique, il veut rien dire. Alors, encore une fois, attention, entre les deux. Ni tu prends une personne qui ne te plaît pas, parce que c'est quand même important, tu vas vivre avec elle toute ta vie, ni tu es trop difficile, voilà. Le juste milieu. Aussi... Moi, il n'y a pas longtemps, c'est des histoires que je vis au jour le jour, c'est des exemples que je connais. Un garçon, il a refusé une fille, pourquoi?
Parce qu'elle n'est pas assez intello. Tu comprends, quand j'ai commencé à philosopher sur l'idée de la vie de... Oh baba, c'est pas une thèse le mariage. Parce que tu crois qu'après tu vas philosopher toute ta vie avec elle dans la cuisine? Jamais de la vie. C'est une fille qui est intentionnée, c'est une fille qui est capable de s'occuper des enfants, c'est une fille qui est capable de tenir une maison, c'est une fille qui est capable de travailler et en même temps d'avoir une situation et d'épanouir tes enfants. Et toi tu es en train de voir si elle va faire de la philosophie, mais c'est débile. Alors je ne dis pas, il y a quand même un certain niveau intellectuel à avoir, hein. On est d'accord sur ça, ça je comprends. Mais que des fois il y a des gens qui soient capables de me dire s'il n'est pas Master 6 d'économie et s'il n'a pas fait les mêmes études que moi dans la même ville que moi, je ne rencontre pas. Mettez pas un peu. Et après, et c'est là où je dis on peut perdre son mazal, mais très facilement. T'imagines les barrières? Tu te mets des barrières au niveau du physique, tu te mets des barrières au niveau intellectuel, tu te mets des barrières au niveau de la localisation, tu te mets des barrières au niveau de l'origine marocaine, tunisien, algérien, mais où tu vas aller? Après, je comprends pas, je suis toujours célibataire, je participe à des soirées de célibataires, mais toute ta vie, ça sera comme ça. Toute ta vie. Encore une fois, je n'ai pas dit d'épouser le premier ou la première venue, ne comprenez pas ça de moi. Mais je veux dire que des fois, malheureusement, et des fois ça va même beaucoup plus loin que ça. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait des comparaisons. Moi, mon copain, il s'est marié avec une fille, je veux la même. Mais tu n'auras pas la même, à moins de faire des graves avérotes, tu n'auras pas la même. Jamais tu auras la même fille. On n'est pas tous de la façon de... Ouais, mais moi, je vois qu'il est heureux. D'abord, c'est un histoire de Horaïta. Un des 10 commandements, l'otarmod eshet recha. N'envie pas la femme de ton ami. C'est un histoire de Horaïta, ribono shalolam. Mais en plus de ça, et ça c'est peut-être le dernier conseil de ce soir, ne donnez pas votre vie entre les mains de n'importe qui. Je ne parle pas du garçon ou de la fille là. Je parle des gens qui des fois font des shidduchim et qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont mettre des gens, ils connaissent les problèmes. C'est pas grave, on va le caser. Mais baba, tu es en train de décider la vie d'un garçon et d'une fille pour toute leur vie. C'est pas grave, on va la caser ou le caser. Mais peut-être que tu vas le rendre malheureux ou malheureuse toute sa vie. Donc faites bien attention. Moi je dis toujours, les chatranim, et je ne dirais pas le contraire, c'est ce que c'est un chatran ou une chatranite. C'est ceux qui font les rencontres, c'est extraordinaire, mais à une certaine limite, qui te connaissent un minimum. C'est pour ça que ce soir, il y a peut-être des gens qui l'ont mal pris, je ne sais pas, mais c'est pour ça que ce soir, j'ai donné 2 exigences, avoir un travail et une certaine tranche d'âge, parce que il faut, et encore là ce soir c'est un cours, comme je vous ai dit, je ne compte pas faire du tout de rencontres ce soir. Moi je voulais surtout vous sensibiliser sur les shidduchim, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut un minimum de hatama, c'est-à-dire de correspondance. Si on met n'importe qui, n'importe comment, on ne s'en sort pas. J'ai encore 5 minutes, vraiment 5 minutes. Maintenant, je vais vous dire, là où on peut être consolé, c'est ce qui a été écrit au début de la Gemara. C'est écrit Bat Kol Yotzet. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit ce petit bébé qui va grandir dans le ventre de sa mère sera avec ce petit bébé qui va grandir dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que ça relève du domaine de la prophétie. C'est ça que je dis des fois, ne mettez pas de barrière. On en a parlé de quelques-unes ce soir, mais être dans cet esprit de dire finalement. Et je vais vous donner un petit filon. Vous savez, il y a beaucoup de garçons et de filles qui m'appellent et ils me disent « Mais comment je peux savoir si c'est la bonne? Comment je peux... » Ça fait juste 8 ans que tu es avec elle. Hein. Après 8 ans, tu te poses encore la question. Bon, ok. Alors, je vais te donner quand même un conseil. Ce garçon ou cette fille-là, tu l'aurais présenté à ton meilleur copain ou à ta meilleure copine? Ben, bien sûr. Il a tout pour lui. Elle a tout pour elle. Alors, qu'est-ce que t'attends? Le Rav, il a dit, si la personne que vous avez en face de vous, elle serait présentable à votre meilleur ami, vous attendez quoi? Ah, mais peut-être qu'il y en aura une meilleure. Mais peut-être que tu es en train de passer à côté de ton zivou. Comme je le dis, je termine le shiur en disant ça ici. Une des bénédictions du mariage, que Akadosh Baruch Hu réjouisse les mariés à cette table, comme Adam Arishon et Chava. Ça veut dire quoi ça? Les Mefarshim, ils expliquent, quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, Adam il pouvait dire je vais peut-être voir s'il n'y a pas une autre Ève. C'est la seule.
Et Chava, elle aurait pu dire je vais aller voir s'il n'y a pas un meilleur garçon dans la synagogue du 15e. Mais c'est le seul. Ce qu'on bénit les mariés, c'est qu'après qu'ils se soient mariés, ils espèrent garder ce contact de se dire finalement c'est le seul et c'est la seule qui me correspond. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on doit avoir dans notre tête. C'est-à-dire que si on a vérifié et que Baruch Hashem, la personne elle a une situation, la famille, ça aussi c'est important. Quand j'ai dit tout à l'heure, ne commencez pas à chercher un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien ou un Tlemcénien. Je parlais de quoi? Je parlais de ses origines. Mais la famille c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Renseignez-vous comment ça se passe. Pas au niveau du garçon ou au niveau de la fille. Regardez les parents. Pourquoi les parents? Je me marie avec le garçon, moi. Je me marie avec la fille. Moi, je peux vous dire encore une fois, pas pour parler de moi, mais en tant que médiateur, la plupart du temps, le garçon ou la fille, il se comporte exactement dans la même relation que les parents ils ont eu. Alors regardez, si vous voyez que dans la famille, le père, il traite comme moins que rien la mère, ou que la mère, elle peut dire n'importe quel mot au père, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. À moins que, et ça c'est déjà des exceptions, le garçon ou la fille, ils ont fait un travail de fou sur eux. Donc on vérifie la situation, d'accord, qui est un travail, que le mari ou la femme, elle soit capable justement d'assumer et de pouvoir subvenir à la famille. En général, c'est plus le garçon, mais bon, aujourd'hui, une fois j'ai dit ça, on m'a dit mais non, mais les filles aussi, elles travaillent. Et Baruch Hashem, elles travaillent et elles ont des métiers extraordinaires. Mais voir s'ils ont une situation, voir la famille, comme j'ai dit, les parents, c'est ça qui nous projette et qui nous dit ils seront comme ça. Je vous dis la vérité. Et ça c'est pour nous les parents, on doit faire attention à ça. Parce que comment on se comporte à la maison, comment moi je me comporte avec ma femme, c'est exactement comment mon fils il se comportera avec sa femme. Et comment la mère elle se comporte avec son père, c'est exactement comment la fille elle se comportera avec son mari. Donc bien vérifier la famille. Et enfin, et je terminerai par ça, je ferme mes livres et je ferme toutes mes affaires. Un dernier mot. Faites attention au niveau de religiosité, de religion, on va dire ça plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas religieux. Moi, je vais le rendre religieux. Vous ne rendrez personne religieux plus que ce que vous êtes vous. Déjà que le mariage, on a mis 45 minutes ou un petit peu plus à expliquer que c'était très compliqué. Mais en plus de ça, tu as pris vos prétentions de dire je vais le rendre ou je vais la rendre religieuse. Ça sera très difficile. Ça ne changera pas du jour au lendemain. Donc les espérances que tu as au niveau de ta religion, il faut les baser depuis le début. Si ça me convient, alors après n'espère pas qu'elle soit plus ou moins religieuse que ça. Regardez à quel niveau vous vous trouvez et je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, ce soir. Tu peux progresser quand même. Il y a des malgré. Oui, on peut protéger, on peut progresser, voilà. Mais toi, tu ne feras pas progresser ta femme. Oui, mais je veux dire, ne compte pas sur ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ne compte pas sur ça, parce que tu auras tellement de travail à faire par rapport à tout ce qu'on a expliqué ce soir. Mais c'est le principe de la complémentarité. Oui, déjà, Julien, la complémentarité. Si demain tu rencontres quelqu'un, oui, tu as un type lambda, tu vas rencontrer une personne. Lui, on va dire, il est un peu plus pratiquant, il est chômeur mitzvah, chômeur Shabbat, cachère, tout ce que tu veux. De l'autre côté, la personne, elle est peut-être pas chômeur Shabbat, elle est, je sais pas. Il ne faut pas. Attends. Moi, je pense qu'il ne faut pas. D'accord, c'est des critères importants, ça y est, c'est important. C'est pas important, c'est vital, Julien. Parce que demain, tu vas te retrouver, toi, tu as toujours eu l'habitude de faire Shabbat. Évidemment. Tel que je te connais. La fille, elle t'avait prévenu, elle t'avait dit. Maintenant, tu vas faire Shabbat. Maintenant, tu vas te couvrir la tête. Maintenant, tu vas mettre des jupes. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu ne présentes pas la chose comme ça, mais tu dis. Oui, mais c'est ce qui va se passer à la fin. Il y a des degrés qui progressivement. Moi, je connais un collègue, il a rencontré sa femme, il n'était pas chômeur Shabbat. Elle était, ils se sont mariés, ils sont très heureux. Mais ils ont fait un travail énorme sur eux. Avec quoi? Avec une plage. Alors c'est ça que je dis, Julien. Je dis que c'est là où je prétends dire que le travail, il est tellement difficile déjà de pouvoir, au niveau de la famille, faire correspondre nos habitudes, faire correspondre la façon dont on voit les choses. En plus de ça, tu vas rajouter la religion. Moi, je ne crois pas que ce soit. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie beaucoup d'être venus et qu'on puisse voir Bezrat Hashem dans la joie, la santé et le bonheur, Bezrat Hashem, de vous voir tous mariés, Bezrat Hashem. Je vous souhaite. Voilà, donc regardez.